Les origines de l'approche systémique. À l'origine, les thérapies systémiques sont issues de l'école de Palo Alto en Californie, qui n'est pas la seule école, mais constitue une école décisive dans le développement de ce mouvement, avec notamment William Fry, Jay Haley, Paul Watzlawick, Gregory Bateson, Milton Erickson. À côté se développe la théorie générale des systèmes avec le biologiste Ludwig von Bertalanffy et la cybernétique, considérée comme la science de la communication avec le mathématicien Norbert Wiener. Un peu plus tard, Steve de Chazer, Inso Kimberg s'éloignent des modèles de résolution des problèmes de l'école de Palo Alto pour s'orienter vers le courant centré solution dès les années 80. Un troisième courant, le courant narratif, voit le jour avec notamment Michael White, travailleur social australien. Pour résumer, trois courants en systémie. Le courant stratégique, qui est un courant qui s'appuie sur la résolution des problèmes. Il se focalise sur le processus interactionnel entre la personne et son environnement et non sur l'état de cette dernière. Car il ne s'agit pas de changer les personnes, mais les relations qu'elles entretiennent à leurs problèmes. Deuxième courant, le courant centré solution, qui considère que les personnes disposent de compétences actionnables pour vivre des changements à condition que l'expérimentation de leur auto-solution soit envisageable. Et dernier courant, le courant narratif, qui favorise une définition générale acceptable du problème, l'externalise pour sortir d'une histoire dominante qu'on se raconte et envisager des récits alternatifs, porteurs de sens et donc construire une nouvelle réalité. Comment cette approche systémique peut-elle imprégner les pratiques managériales? En premier lieu, qu'est-ce qu'un paradigme? Le philosophe et historien des sciences Thomas Kuhn est le père de cette notion qu'il définit comme une structure imaginaire qui s'impose au domaine de la pensée, du discours, de nos représentations mentales. Le paradigme renvoie donc à une certaine vision du monde qui sert de cadre de référence. C'est un modèle fédérateur à toutes les pensées. Un changement de paradigme représente donc un déplacement dans notre manière de voir le monde et dans notre système de croyance sur ce monde. Donc, le manager systémicien s'appuie sur 4 principes pour envisager toute action. Il adopte un regard cinématographique sur les événements. Il tient compte de l'imprévisibilité de toute chose. C'est une manière d'ouvrir le champ des possibles. Il se centre sur les processus, les évolutions plutôt que les dysfonctionnements. Il adopte également une vision globale, renonce à l'élaboration d'explications et aux tentatives de compréhension. Et puis, il considère les ressources du système et ses points d'appui stratégiques. Quelle différence entre l'approche systémique du management et la perspective rationaliste enseignée en formation de cadre le plus souvent? Notre manière de penser et par conséquent d'envisager le monde a été totalement conditionnée par la perspective rationaliste et l'idée erronée que la réalité est unique et objective. Le monde est stable et l'incertitude inexistante. Tel est le paradigme rationaliste toujours enseigné dans les écoles de formation en travail social fondé sur des présupposés découlant du taylorisme. Il s'agit de mettre en place, en fait, des étapes qui résultent d'une décomposition analytique et d'une logique linéaire. Il n'y a pas de place pour l'imprévu, les aléas, les jeux d'acteurs. Donc, on identifie une situation problème à partir d'éléments dysfonctionnels considérés isolément, on analyse les différentes solutions au problème, on sélectionne une solution au problème, on la met en place et on l'évalue. Le plus souvent,
les solutions se trouvent dans le même domaine technique restreint. Par exemple, problème de communication, solution, formation sur la communication en équipe. Absence de projet personnalisé, solution, formaliser une grille de projet personnalisé. Donc, les maîtres mots d'une pensée rationaliste sont segmenter, réduire, décontextualiser, simplifier et résumer. Quel est l'intérêt d'adopter une approche systémique du management pour les cadres du secteur? Le management dit classique ne répond pas aujourd'hui aux impératifs d'un environnement de plus en plus complexe. Il s'agit de faire face aux imprévus, de démontrer sa capacité à innover, à accueillir la complexité, avec les nouvelles orientations de politique publique. Dans tous les cas, notre outillage classique est insuffisant pour penser l'action et nous le verrons créer les conditions d'une coopération en équipe. Pour Dominique Genelot, il s'agit d'envisager l'organisation comme un processus de transformation permanente. Dans tous les cas, l'approche systémique du management convoque notre responsabilité au plan épistémologique. Comment pensons-nous? Car nos représentations, nos modélisations sont des constructions de l'esprit. Et notre responsabilité éthique. Comment vivons-nous et comment vivons-nous ensemble? Quelles sont les caractéristiques d'un management systémique? Le pilotage du processus de changement selon une approche systémique permet aux acteurs de faire leur propre apprentissage. Pour cela, les nouvelles formes d'organisation sont pilotées par les finalités. Elles sont au croisement des valeurs et du sens donné à l'action. Donc, le management systémique consiste à créer les conditions d'une mise en mouvement désirante des acteurs afin qu'ils puissent s'engager dans une dynamique de projet au service des personnes accompagnées. Selon Françoise Kurilski, engager un processus de changement passe non seulement par l'accouchement des désirs des personnes, mais aussi par la mise en lumière de leurs ressources pour parvenir au changement souhaité et souhaitable. Toujours selon Françoise Kurilski, provoquer un changement ne consiste pas à tenter d'éliminer ces dysfonctionnements, mais plutôt en déceler les fonctions utiles pour ensuite les exploiter dans la conduite du changement. Et aucun changement ne peut avoir lieu si les acteurs qui le mettent en œuvre ne lui donnent pas un sens. C'est pourquoi il ne peut qu'être coproduit par tous les acteurs, même s'ils se situent à des niveaux de responsabilité différents selon Philippe Bernoux. Pour résumer, le changement découle d'une nouvelle lecture collective de la réalité. Devoir ou vouloir changer ne suffit pas. Il s'agit plutôt de désirer changer et de savoir changer. Troisièmement, le changement ne se décrète pas au risque de provoquer l'immobilisme des acteurs. Quatrièmement, tout ce qui dure et perdure a une fonction particulière dans un système. Si ça dure et perdure, c'est que le système en a besoin. Avant-dernier point, le changement est un processus. Il s'agit de mettre en place un accompagnement à un apprentissage au changement. Et puis, dernier point, très important, dernier point déjà énoncé, tout changement considère les points d'appui stratégiques du système.